Mesdames et messieurs, je suis très content que vous soyez dans la salle rouge. Les gens que je vois à l'arrière, là, approchez-vous. Vous allez assister à une conférence fantastique qui s'appelle « Outils et techniques des investigations numériques ». Je suis Pascal Forget, je vais être le maître de cérémonie, je vais être comment on appelle ça, le gestionnaire, le responsable de cette table ronde avec 3 intervenants qui ont des expertises assez fantastiques. Je suis heureux de les avoir avec moi. Dans cet ordre-ci, j'ai le capitaine Patrick Guillon, chef de la section forensique de la police cantonale de Genève. Son chapeau est un peu plus de chapeau que ça. Vous avez un peu plus de rôle à jouer que ça. On va en parler un petit peu plus tard. On a le colonel Nicolas Duvinage, qui est chef de la division technique comme Cybergend. Je l'ai répété plusieurs fois dans ma douche et j'ai pas réussi. Comme Cybergend, je pense que je l'ai. La gendarmerie, le commandement de la gendarmerie pour le cyberespace. C'est ça, bonjour à tous. Bonjour. Et Sébastien Leclerc, gestionnaire du groupe national de coordination contre la cybercriminalité, le GNC3, de la Gendarmerie royale du Canada. Je ne vous ai pas demandé de les applaudir chaleureusement pour les accueillir ici. Ça va attirer des gens aussi qui vont avoir le plaisir. Allez-y, ça met de l'ambiance. C'est pas une salle muette. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manifester de l'enthousiasme. Alors, commençons. Le thème de la présentation, c'est les outils et techniques des investigations numériques. On va parler d'outils et j'ai essayé de catégoriser les outils de plusieurs façons. On en a discuté un peu avant la présentation. Mais j'aimerais que vous commenciez peut-être par parler de votre rôle. Parce que dans la gendarmerie, dans la police suisse, je crois, la gendarmerie française, la police suisse, la GRC, vous avez différentes juridictions. Et si vous pouvez me parler de cette complexité-là, dès le départ, d'avoir à gérer plusieurs territoires, plusieurs départements, plusieurs divisions, chaque corps policier, chaque corps a une façon différente de gérer le cybercrime. Qui veut se lancer? Qui veut commencer à parler de qu'est-ce qu'il gère ici? On peut commencer par la gendarmerie française, par la situation en France. La France a un avantage, c'est que nous avons un parquet national spécialisé en cybercriminalité, donc une autorité judiciaire unique pour la cybercriminalité. Donc ça, c'est un gage de cohérence et de coordination important. Et donc les enquêteurs locaux sont également coordonnés pour la gendarmerie par le ComCyberGend. Nous menons nos propres enquêtes, mais nous coordonnons et nous animons également le réseau territorial de nos 7000 cyber-enquêteurs, auxquels nous fournissons également de la formation, des matériels et des logiciels et des outils. On peut applaudir plus fort qu'eux aussi. Hein. C'était... voilà, allez, hop, on va y aller comme ça. Donc, un corps de police pour toute la France, une division. Au Canada, ça se complique, parce qu'il y a 10 provinces, les territoires. Comment ça fonctionne au niveau de la GRC? Nous autres, avec le centre, le GNC3, on a 6 des corps policiers provinciaux, municipaux, avec leurs dossiers. C'est eux qui mènent le dossier, mais s'ils ont besoin d'aide avec l'analyse des données, avec les MLAT, ça c'est une demande internationale, on peut les aider avec ça, mais c'est eux autres qui mènent le dossier, puis on est juste là pour les aider. Ils ne sont pas obligés de venir de demander de l'aide de nous, mais on est là pour les aider s'ils ont besoin d'aide. Donc, 6 corps policiers à l'intérieur de la GRC, c'est déjà plus que 1 pour la France entière. Donc déjà, mais en Suisse, je pense que vous avez le record de niveau de canton, de division. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne en Suisse. Bon, bonjour à tous. Effectivement, la Suisse est un très petit pays, mais avec une complexité à sa mesure. Donc, comme vous le disiez, je suis effectivement responsable de la section forensique à la police cantonale de Genève, mais également responsable du centre régional de compétences cyber pour la Suisse occidentale. C'est là que ça devient intéressant, c'est que Suisse, 26 cantons, 26 polices, ça n'avait pas de sens de développer 26 fois tout le spectre de lutte contre la cybercriminalité, chacun dans son canton. Et du coup, il y a cette stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques qui a été posée et qui met le concept des centres de compétences régionaux, dont je m'occupe donc pour la Suisse occidentale. L'idée, elle est vraiment de mutualiser les ressources, les compétences et l'infrastructure au profit d'un ensemble. Donc on a une liste, un menu de choses que l'on fait au profit de l'ensemble des cantons, de manière à ce que tous n'aient pas le besoin de développer ces choses-là. On en parlera un peu plus tard, je crois, mais oui, voilà le principe de ces centres régionaux de compétences. Donc,
Le but de la table ronde, c'est de parler des outils et des techniques des investigateurs. Et là, j'ai appris beaucoup de choses en discutant avec vous quelques minutes. On a 45 minutes pour en discuter plus longuement. Première des choses, les outils. On ne va pas acheter des outils de cyberdéfense nationale comme on va acheter un traitement de texte. Comment ça fonctionne pour développer un outil? Comment vous choisissez vos outils dans vos départements ou vos corps policiers respectifs? Je suis très curieux de vous entendre là-dessus. OK, je vais commencer avec ça. Nous autres, des fois, on le regarde à l'extérieur pour voir s'il y a un produit qui est disponible. Mais la majorité du temps, on va créer un outil in-house. On va le bâtir puis des fois, on le trouve des produits gratuits, mais on va les modifier pour faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire. On va dire, on va utiliser des Python puis les librairies ouvertes de Python pour créer un outil qui est spécifique pour notre dossier. Des fois, un produit qui est disponible que tu peux acheter, il fait peut-être 50%, 60% qu'est-ce que tu as besoin, mais le reste, le reste, le 50% qui reste, le 40% qui reste, on va le créer nous-mêmes, interne avec mon équipe. On va modifier le produit pour faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec. Nous concernant, il faut d'abord qu'on spécifie le besoin et qu'on définisse quel est notre besoin. Parce que si on ne sait pas exactement quel est notre besoin, on ne peut pas acquérir ou développer un outil adapté. À partir du moment où on a un besoin qui est bien spécifié, on ne va pas développer pour le plaisir de développer, on ne va pas réinventer la roue, c'est une perte de temps. On va d'abord évaluer l'existant. Évaluer l'existant, c'est aussi bien évaluer ce qui existe en open source, en gratuit, mais également ce qui existe en commercial, en France, en Europe, au-delà des frontières européennes. On va évaluer les performances techniques, on va évaluer également le modèle économique, le coût. On va évaluer également les capacités de déploiement. Ça dépend si on a besoin d'un outil à l'échelon central, pour une toute petite poignée d'enquêteurs de très haut niveau technique, hyper spécialisés, avec beaucoup de ressources matérielles, réseaux, logiciels, beaucoup de compétences et beaucoup de budget, ou si au contraire, il faut déployer l'outil sur 1000 enquêteurs, 10 000 enquêteurs, qui ont des connaissances plus faibles et des ressources matérielles et logicielles plus faibles. Donc la déployabilité de l'outil va être un argument important aussi. Et puis au final, si on ne trouve pas chaussure à notre pied en libre ou en commercial, on va développer nous-mêmes nos propres outils, nos propres produits, ce qui va nous permettre bien évidemment d'avoir des outils parfaitement adaptés à nos besoins, mais avec d'autres contraintes, qui est que j'ai besoin d'avoir une équipe de développeurs, et d'avoir ce qu'on appelle la MCO, le maintien en condition opérationnelle derrière, c'est-à-dire toute l'évolution du produit, le maintien du produit et les évolutions du produit. Du côté de la Suisse, c'est similaire? Oui, de notre côté, on a aussi, toutes ces remarques sont partagées entièrement en Suisse. On a la chance de pouvoir encore choisir les outils commerciaux. C'est des fois un problème dans certains pays. Maintenant, on a la capacité aussi opérationnelle de pouvoir développer. Donc, dans les équipes d'enquêteurs, nous avons aussi des ingénieurs qui sont là pour programmer des outils. Et puis, on a eu un produit phare qui est maintenant opérationnel chez nous. C'est un produit qui s'appelle Pixel. Et c'est assez représentatif de ce qu'on est capable de faire, pas nous, mais au niveau policier, quand on a des besoins. Cet outil il répond à un besoin très simple qu'on a cherché à résoudre depuis des années, y compris avec des tableurs Excel. C'est si je suis victime aujourd'hui d'une escroquerie sur Internet, je vais déposer plainte à la police. Et puis il y a un identifiant, par exemple l'adresse IP ou l'adresse email de l'auteur. Je vais déposer plainte, on recueille cette adresse mail de l'auteur et ça part en enquête. Une autre personne est également victime de même auteur, va déposer plainte à la police et va dire que cette adresse email est l'auteur de son escroquerie. Ces deux plaintes arrivent chez deux enquêteurs différents qui vont enquêter sur la même source sans le savoir. Ils vont ensuite envoyer leur dossier, on va dire, chez des spécialistes pour enquêter d'un point de vue technique. Pas de chance, ça arrive chez deux spécialistes différents qui vont faire les recherches sur le même auteur sans le savoir. Tout ça va remonter jusqu'au niveau des procureurs chez nous. Encore pas de chance, ça arrive chez deux procureurs différents. Vous aurez compris, toute la chaîne aura travaillé sur la même adresse mail sans le savoir. Avec cet outil Pixel qui est développé aujourd'hui pour toute la Suisse occidentale et puis qui prend gentiment, mais on a encore une barrière de la langue, mais dans les cantons suisses alémaniques également,
C'est un processus de 24 heures où toutes les informations identifiantes sont rentrées dans cette base de données, consolidées par des analystes et disponibles dans les 24 heures. C'est-à-dire qu'en 24 heures, on a immédiatement un tableau, on va dire, pour toute la Suisse occidentale, plus gentiment des pays suisses alémaniques, non seulement du nombre de plaintes, ce qui est important, mais du préjudice global. Et du coup, d'un point de vue judiciaire, c'est plus une plainte à 300 francs ou dollars, mais c'est tout d'un coup peut-être 500 plaintes avec des dizaines de milliers de préjudices. Et ça change la suite qu'on va pouvoir y donner. Et, là là. Et les outils, vous avez parlé de Pixel, votre outil. Quels seraient les outils, quand on parle d'outils du cyber-enquêteur, de quel type d'outils on parle? Il y en a plusieurs. Alors, vous il y vous en a avez une trousse. Il y en a beaucoup. Il y a des outils forensiques pour extraire les données, puis analyser les données sur des smartphones, sur des disques durs, sur des véhicules, sur des IoT, pour collecter et analyser aussi des outils online, des données online, donc des outils de OSINT, Open Source Intelligence, des outils de SOCMINT, Social Media Intelligence. Et justement, quand je parlais tout à l'heure d'évaluer des outils commerciaux, une des difficultés que l'on a souvent, elle n'est pas forcément technique, elle est parfois juridique. C'est-à-dire qu'en France, quand on veut rentrer sur un profil privé de réseau social, il faut se créer son propre faux profil. On appelle ça en droit français de l'enquête sous pseudonyme. En anglais, online infiltration or fake profile. Un certain nombre de solutions commerciales d'investigation sur les réseaux sociaux créent et alimentent et font vivre eux-mêmes ces faux profils. Mais nous, en droit français, ces faux profils, ils doivent être animés par des gendarmes, par des enquêteurs, et pas par des sociétés privées. Donc ça peut être une limitation importante, c'est une limitation juridique. Une autre limitation importante, c'est quand on nous propose des solutions en mode SaaS, Software as a Service. Nous, on préfère les solutions on-premise, donc avec les données et les serveurs chez nous, parce qu'on a des problématiques de confidentialité de l'enquête judiciaire, on a des problématiques potentiellement de souveraineté. Donc si les données qui nous intéressent ou les données d'enquête sont stockées sur des serveurs qui ne sont pas en France, ça peut nous poser un problème. Si les données sont partagées avec d'autres forces ou éventuellement avec des clients privés, ça peut nous poser problème. Donc tout ça, c'est des problèmes de maîtrise de l'information qui peuvent être extrêmement limitants aussi sur l'achat de solutions commerciales. Donc, des outils de forensique en ligne, sur les médias sociaux, recherche dans les médias sociaux. Donc, vous avez des outils qui doivent être constamment mis à jour pour les nouveaux algorithmes, des nouveaux TikTok, et ainsi de suite. Ça doit être complètement fou. Oui, alors je ne veux pas mobiliser la parole, mais sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a un foisonnement de réseaux sociaux. Il y a plein de nouveaux réseaux sociaux qui apparaissent régulièrement. Et effectivement, quand un nouveau réseau social apparaît, comme depuis quelques années TikTok, on doit aussi, ou d'autres, on doit aussi développer des outils adaptés à ces nouveaux réseaux sociaux. Ça doit aller vite. Et ça, je crois que M. Leclerc, vous faites ça, vous développez des outils. Il y a des outils aussi qu'on n'imagine pas qu'il faut faire custom pour des raisons justement juridiques, pour des raisons de souveraineté de données, entre autres la reconnaissance de caractère. À quoi? Vous avez travaillé là-dessus? Oui, on avait un dossier où on a saisi des milles de photos, puis a passé à travers les milles de photos. Puis c'était des screen grabs, des conversations que notre suspect avait. Puis à place d'avoir des analyses passées puis lire les photos une à la fois, on a utilisé un outil custom qu'on a bâti qui a ramassé les caractères. Puis après ça, on a cherché le texte pour les adresses IP, les emails, puis en utilisant des regex. Pour faciliter la vie des analystes, à la place de passer à travers des 1000 photos, le système l'a fait pour eux. Puis avec un Control F pour trouver un find, il était capable de trouver les mots-clés qui étaient nécessaires pour le dossier. Donc, des reconnaissances de caractère pour des éléments de preuve. 10 000 photos, l'enquêteur doit regarder chaque photo une à une, analyse, regarde qu'est-ce qui est écrit. C'est quelqu'un qui faisait des photos d'écran, c'est ça? Il prenait un screen grab de la conversation qu'il avait avec ses clients ou ses victimes. Puis là, donne-moi, je sais pas, un Bitcoin à cette adresse-là. Il gardait la conversation de chaque victime. Puis on passait à travers pour sortir les adresses, le montant d'argent qui a été envoyé, puis tout ça. Wow.
Et vous avez des outils aussi de collaboration. Je vois que vous avez, j'imagine, des outils pour la collaboration, la collecte des preuves pour déposer des plaintes. Je sais qu'au Canada, on travaille sur un outil pour déposer les plaintes. Est-ce que vous travaillez... Ah, je vous vois sourire. Est-ce que c'est le cas aussi en Suisse? J'imagine, pour aider... Parce que déposer une plainte pour un vol de véhicule, c'est facile. Numéro de modèle, numéro de plaque. Mais pour une cyberplainte, porter plainte, en soi, c'est un problème. Avez-vous des outils pour simplifier le dépôt de plainte des citoyens, d'enquête, faciliter les enquêteurs en déposant la plainte de façon plus efficace? Pixel permet de coordonner. Je vois sourire. Non, mais oui. Alors, non, Pixel, c'est vraiment pour l'analyse de données et puis ensuite établir des séries. Je souriais parce que c'est vraiment un thème en Suisse aujourd'hui. C'est un gros projet qui s'appelle Suisse e-Police. Aujourd'hui, on est capable de prendre des plaintes pour les vols de vélos. Et malheureusement, on a beaucoup de peine à aller au-delà. On a des gros problèmes parce que dans l'aspect judiciaire, il faut que le plaignant vienne encore déposer la plainte à la police pour la signer, pour que la police puisse naturellement vérifier l'identité de celui qui dépose plainte. Donc c'est vrai que... Et l'autre aspect, c'est que, notamment dans l'aspect cyber, c'est que les éléments techniques qui sont recueillis lors de ces plaintes en ligne seraient probablement lacunaires, ce qui fait qu'on devrait de toute façon accueillir la victime auprès de la police pour prendre le complément. Donc voilà ce qui nous limite pour l'instant. Donc c'est encore dans les projets. Je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui sera très important pour le citoyen de pouvoir déposer des plaintes en ligne, mais il faut trouver encore, il faut résoudre un certain nombre de problèmes encore avant que ce soit possible. Donc on n'y est pas en Suisse en tout cas. Non, pas encore. La France évolue sur le sujet. Aujourd'hui, en droit français, la plainte électronique 100% à distance n'est pas encore complètement prête, c'est pas encore complètement autorisé. Il y a des projets en cours, mais aujourd'hui, on peut acheter une maison en signant chez le notaire à distance. On peut signer des contrats entre entreprises à distance, mais on ne peut pas aujourd'hui, en droit français, porter plainte à distance de façon totalement reconnue pour l'ensemble des crimes et des délits. Ce n'est pas encore possible. C'est dans les tuyaux, comme on dit. Ça va venir, mais ce n'est pas encore le cas. En revanche, on a un système qui est le signalement en ligne, to report en anglais. Ça n'a pas la valeur juridique d'une plainte, c'est un simple signalement, mais ça nous permet, notamment sur les phénomènes d'escroquerie sérielle sur Internet ou des usages frauduleux de cartes bancaires sur Internet, de faire en sorte que la personne déclare en restant assise dans son canapé avec son smartphone, nous envoie les données malgré tout, parce qu'on a un gros problème, ce qui est la sous-déclaration des infractions en France, et je crois que ce n'est pas particulier à la France. Ça permet d'alimenter un grand puits de données et de faire du recoupement semi-automatisé derrière, parce que très souvent, ces escroqueries sur Internet, ces usages frauduleux de cartes bancaires, ce sont des phénomènes sériels. C'est-à-dire qu'un même auteur, en quelques clics de souris, il va générer des milliers de victimes à travers la France suivant le même mode opératoire. Et donc, avoir tout ça dans le même puits de données, c'est important. Ça permet d'éviter qu'on ait 100 enquêtes différentes chez 100 procureurs dans 100 brigades de gendarmerie. On a tous les mêmes problèmes et on essaye tous d'avoir ce signalement ou ce dépôt de plainte en ligne avec des systèmes juridiques qui évoluent plus ou moins rapidement. Pas évident. Puis nous autres, à la GRC, on est un petit peu en arrière. On a notre système de signalage qui est en phase de pilote. On reçoit à peu près 25 rapports par jour. Puis on se rapproche que bientôt on va aller live pour être capable de recevoir les signalages des victimes canadiennes. Mais encore, poser une plainte complètement online, on n'est pas rendu là nous aussi. C'est vraiment juste le signalage qu'on peut faire de la maison. Il y a un truc qu'on a discuté, une autre division, une autre façon de diviser les outils que les cyber-enquêteurs utilisent. Moi, j'aimais beaucoup l'idée des outils défensifs et des outils offensifs. Vous êtes limité différemment, encore une fois, en fonction de vos juridictions, tout simplement. Je mélange l'anglais et le français, juridiction. Vous avez la possibilité de créer des outils qui vont aller chercher les choses ou encore à enquêter sur les choses. Ça, c'est des outils, c'est comme des armes, parce que vous représentez des pays, finalement. Et donc, vous pouvez, avec des outils, vous pourriez faire des attaques auprès
de cybercriminels, aller chercher leurs informations par la force. Est-ce que c'est possible, des interventions? Là? Est-ce que ça existe l'équivalent d'une arme que vous utilisez dans vos départements de cyber-enquête? Ben, nous autres, à GRC, au GNC3, nous autres, on fait juste des outils défensifs. Il y a d'autres départements qui sont responsables pour des outils offensifs. C'est ça que je veux dire pour ça. Là. On garde une petite gêne. Alors, en droit français, pour les besoins de la justice, les outils offensifs, c'est-à-dire des outils d'intrusion, des outils de piratage légal, legal hacking Oui. en anglais, c'est autorisé mais partiellement, dans des cas plutôt rares, essentiellement de criminalité organisée, puisque ce sont des techniques qui sont extrêmement intrusives, Oui. qui sont extrêmement, en termes de droit, attentatoires aux libertés individuelles, aux libertés publiques. Et donc c'est extrêmement contrôlé, c'est normal que ça soit très contrôlé. On est dans une perquisition. C'est l'équivalent d'entrer chez quelqu'un, il faut avoir un mandat de perquisition ou un ordre de juge. Alors, quand on parle de techniques offensives, c'est des techniques offensives qui sont utilisées à l'insu de la cible, à l'insu de la personne. Une perquisition, ça se fait en présence de la personne quand c'est une perquisition physique. Les perquisitions en ligne, par exemple sur un compte Google, un compte Gmail, c'est autorisé, mais c'est en présence de la personne. C'est-à-dire, si mon camarade à ma droite était un suspect, j'ai le droit d'aller perquisitionner sa boîte Gmail, mais on est à 4 mains derrière l'écran. C'est-à-dire, c'est moi qui pilote la perquisition, mais il est à côté de moi et il sait que je vais perquisitionner sa boîte Gmail. En revanche, ce qu'on appelle, nous, les outils offensifs, ce sont des outils, on va dire, de legal hacking, de piratage légal, et ça se fait sans que la personne le sache. Ça se fait à son insu. Donc ça, c'est extrêmement attentatoire aux libertés individuelles. Donc c'est très encadré. Et la France a fait le choix, non pas d'acheter des logiciels ou des technologies commerciales offensives, mais de développer ses propres solutions étatiques pour des raisons de souveraineté. Oui, puisque ce que vous développez dans ce cas-là, c'est des armes, littéralement, et donc on veut la souveraineté. En Suisse, vous souriez encore une fois, sourire énigmatique. Non, c'est juste pour gagner un peu de temps, pour formaliser mes idées. Une manœuvre ici. Mais non, mais ça se peut. Alors, on a dans la liste du Centre régional de compétences cyber, donc des services qu'on fournit pour l'ensemble de la Suisse occidentale, il y a ça. Le fait, nous appelons ça des logiciels spéciaux. C'est beaucoup plus doux que Govware ou autre. C'est effectivement ce qui a été dit, c'est de rentrer dans le téléphone ou l'ordinateur d'un suspect pour recueillir des informations. Effectivement, c'est extrêmement intrusif pour la vie privée, donc c'est extrêmement encadré aussi, parce que, d'une part, il faut que l'ensemble, d'une part, c'est un certain nombre de crimes qui sont listés. On ne peut pas le faire pour n'importe quoi. Ensuite, il faut que l'ensemble des autres moyens classiques aient été épuisés et que ça n'ait pas fonctionné. Et ensuite, il faut que ce soit un procureur chez nous qui ordonne à la police de mettre en œuvre un logiciel spécial. Et encore, il dit exactement ce qu'on doit chercher et qu'est-ce qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on peut activer un micro? Est-ce qu'on peut activer une caméra, etc. Ça. Et voilà, mais je ne peux pas m'étendre sur les moyens qu'on utilise parce que c'est quelque chose qui est extrêmement sensible. Oui. Et puis, mais il faut se rendre compte que beaucoup de gens trouvent ça extrêmement intrusif. Encore une fois, c'est très contrôlé. Comme vous le disiez, colonel, c'est vraiment très contrôlé. Et il faut aussi se rendre compte que dans le cas de grosses opérations criminelles, c'est le seul moyen qui nous reste de pouvoir mener à bien des enquêtes. Aujourd'hui, que les gens utilisent des moyens de communication cryptés. Pas forcément pour échapper à la police, mais aussi parce que c'est beaucoup plus facile d'utiliser une messagerie gratuite cryptée que de payer pour son téléphone. Et nous l'utilisons donc principalement, c'est des affaires de crimes organisés, mais c'est aussi des affaires de stupéfiants massivement et aussi des affaires de lutte contre les prédateurs sexuels qui cherchent des rendez-vous avec des enfants. Donc c'est vraiment des cas qui sont extrêmement importants et qui ont des succès assez forts. Quels seraient les autres outils que vous utilisez de cyber-enquête que les gens ne seraient peut-être pas au courant? Moi, j'en ai appris une. À propos, on a parlé de véhicules, comme quoi les véhicules étaient quelque chose sur lesquels vous cyber-enquêtez. Là-dessus, j'y avais jamais pensé. On pense toujours, quand on pense à cyber-enquête, on pense à enquêter sur le téléphone, l'ordinateur, la tablette de quelqu'un, mais sa voiture. C'est donc une piste, vous avez des outils pour enquêter sur les voitures des gens qui sont de plus en plus connectés.
J'aimerais voir votre avis là-dessus, les outils que vous avez travaillés, comment vous pouvez utiliser ces outils-là pour récolter des preuves pour une cyber-enquête. Je vois les 3 micros qui se lèvent. Effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le menu des services qui sont rendus au profit de l'ensemble des cantons. Ça vient en 2e position. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui de pouvoir recueillir le contenu informatique des véhicules. Et ça ne se limite pas simplement aux positions GPS ou au trajet qui a été fait par le véhicule dans le cadre d'affaires de stupéfiants par exemple, mais aussi toutes les données qui peuvent être recueillies par la synchronisation du téléphone. Des fois, on peut recueillir des informations du téléphone, même sans avoir accès à ce téléphone-là. Donc, si quelqu'un, par exemple, un suspect a été dans le véhicule parce qu'il s'est connecté au Bluetooth du véhicule. Les appels, les messageries parfois, etc. Donc, au niveau suisse, nous avons été à Genève les premiers à utiliser, à acheter un système et à former les gens. Aujourd'hui, c'est donc quelque chose qui est extrêmement populaire chez nous à utiliser, mais j'ai déjà beaucoup de choses parce que vous êtes beaucoup en avance sur nous et je crois qu'on va se revoir. Il y a des relations qui se créent ici, parce que c'est aussi ça, le cybercrime, ça demande la collaboration. Il y a une conférence entière qui est là-dessus dans la présentation, mais la collaboration va être fondamentale. Puis je vais poser une question sur les outils de collaboration que vous avez aussi, super important. Mais pour les véhicules, vous avez de l'avance. Les véhicules, ça vous surprend, mais aujourd'hui, un véhicule, c'est plus un véhicule comme il y a 25 ans. Un véhicule aujourd'hui, c'est un ordinateur, c'est même plusieurs ordinateurs, c'est ce qu'on appelle des ECU, Electronic Control Unit, il y en a au moins une bonne dizaine par véhicule. Donc aujourd'hui, un véhicule, c'est un ordinateur avec 4 roues. Et donc il y a des données à l'intérieur, des données de régime moteur, de frein, de motorisation, des données, comme ça a été dit, multimédia également. Donc tout ça, ça peut être intéressant à récupérer pour des tas et des tas d'enquêtes. Et donc là, typiquement, on est dans les limites de ce que les outils open source ou commerciaux existants proposent, puisque des outils commerciaux en la matière, il y en a extrêmement peu. Il y en a allez, je vais être généreux, il y en a un ou deux. Et c'est des outils qui ne sont pas des outils pour le grand public. Non, ce n'est pas des outils grand public, c'est des outils professionnels et qui, nous, ne nous donnent pas satisfaction. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte un nombre de marques et de modèles de véhicules qui est beaucoup trop limité pour nos besoins. Et donc, on a développé nos propres solutions. Ça fait 5 ans qu'on y travaille. Et on a développé une bonne expertise sur le sujet, en effet. Voilà, donc là, c'est typiquement l'exemple où les solutions existantes sont soit inexistantes, soit beaucoup trop limitées dans leur fonctionnalité et dans leur étendue de modèles pris en compte. Est-ce qu'il faut que vous puissiez rapidement mettre à jour le logiciel si c'est un nouveau type de véhicule avec des nouveaux capteurs? Là, moi, j'ai des équipes dédiées sur l'étude des systèmes multimédia embarqués qui font de l'étude de ces systèmes, de la rétroconception, du reverse engineering, qui travaillent, on essaie de travailler avec le secteur privé aussi, mais ça, je ne déflorerai pas la question des partenariats, c'est pour plus tard. Ah non, on va discuter là-dessus. Et il y a même d'autres, il n'y a pas juste dans le véhicule, il y a aussi d'autres capteurs du véhicule qui pourraient être utilisés pour identifier un véhicule. Oui, les pneus, tu as des ceintures dans les pneus qui dit comme la pression de l'air, mais ça, on peut identifier une auto avec des ceintures de pneus pour l'air. Ça, c'est une autre affaire. Aussi, si tu as un téléphone d'un suspect puis il est barré, bien, si tu allumes l'ordinateur, le téléphone, tu peux se débarrer puis se connecter à l'auto. Là, tu peux avoir accès au téléphone qui est plus barré. Ça, c'est dans Android, c'est une option que tu... Ton téléphone se déverrouille automatiquement. Oui. Donc, tu approches le téléphone du véhicule. C'est ça. C'est une autre technique que tu pourrais peut-être utiliser, comme on peut utiliser pour débarrer un téléphone. Donc, il n'y a pas que des outils complexes, il y a aussi des fois des astuces ou des techniques, trucs des techniques que vous avez avec des outils comme ça. L'autre chose, on parle des partenariats. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde tout de suite la question, mais avez-vous des outils pour collaborer entre, parce que les cybercrimes, ça peut venir de partout dans le monde, ça peut frapper, un pirate français peut attaquer un citoyen suisse peut pirater un Canadien. Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez pour collaborer dans la façon de rapporter les crimes, d'échanger de l'information entre corps policiers? En Europe, il y a un outil essentiel qui s'appelle Europol, qui est une organisation avant d'être un outil, avec un système de messagerie, de partage de l'information, de base de données. C'est une organisation qui est extrêmement efficace, qui a fait énormément progresser la coopération
policière intra-européenne et même au-delà des frontières européennes ces 15 dernières années. Moi, j'ai vu l'évolution là, sur 15 ou 20 ans. C'est phénoménal et on arrive aujourd'hui à un niveau de coopération qui est au-delà de ce qu'on pouvait espérer il y a 15 ou 20 ans. Donc voilà, Europol en Europe et au-delà des frontières européennes, c'est un outil absolument majeur. Puis nous, juste pour ajouter, le Canada a un membre, ou des membres à Europol, côté cyber, puis côté crime organisé, on a des membres placés à Europol pour être capable de partager. Capitaine Guillon et colonel Duvinage, vous avez dit qu'il faut qu'on se parle ensuite pour des outils. Est-ce qu'il y a des échanges d'outils? Est-ce que vous réunissez entre vous, entre corps policiers, pour dire, nous, parce qu'à un moment donné, développer des outils à l'interne, c'est une chose. Il y a une notion de souveraineté qui est importante, que chacun puisse gérer ses outils. Mais est-ce qu'il y a une collaboration qui se fait d'échanger des outils qui sont efficaces dans un corps policier, d'échanger des techniques, des astuces comme ça entre pays? Alors, ça se fait, ça se fait vraiment de relations interpersonnelles. Il y a une semaine et demie, j'étais comme cybergende à Paris, où effectivement, on a eu une discussion pour pouvoir mutualiser des outils. Encore une fois, c'est ce principe de ne pas réinventer chacun la roue. Si quelqu'un d'autre l'a déjà fait et qu'on peut l'utiliser, comme ça, on peut mettre nos forces sur autre chose qui va pouvoir être utile aux autres après. Et on a vraiment un état d'esprit comme ça de collaboration qui se développe de plus en plus au fil des années, j'ai l'impression, et ce sera notre seul moyen de travailler en réseau pour contrer des gens qui, eux, travaillent très bien en réseau. Donc on n'a pas le choix de s'ouvrir et puis de collaborer. C'est bien ce que vous dites, le fait que les criminels travaillent en réseau, vous devez travailler en réseau aussi. Est-ce qu'au Canada, j'imagine qu'on collabore peut-être plus avec les États-Unis? Est-ce qu'on collabore aussi avec l'Europe? J'imagine qu'on a des bonnes relations. Oui, on a des gens des FBI qui sont attachés à l'ambassade canadienne à Ottawa. Ça veut dire qu'on travaille bien avec eux autres. Mais tranquillement, pas vite, on commence à s'adapter, à changer, puis on veut partager. Mais c'est juste, comme vous dites, des relations. Il faut bâtir des relations avec tous les autres corps policiers ou les fédérales. Puis je pense que ça commence à changer la manière qu'on pense. Dans le passé, c'était toujours nos outils, nos techniques, puis c'était toujours privé. Mais là, tranquillement, pas vite, on commence à comprendre qu'on ne peut pas résoudre tous les crimes cyber nous-mêmes. Il faut partager, il faut travailler ensemble. Puis là, on voit un changement. Je pense que les dernières 4-5 années, on voit un gros shift vers plus vouloir partager, plus vouloir travailler ensemble. Oui, la coopération, elle est indispensable et le partage d'outils et de savoir est indispensable. Entre forces d'un même pays, entre forces de pays différents. Ça a été évoqué avec la Suisse. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est non seulement pour le FIC, mais aussi pour échanger avec nos amis, nos collègues canadiens, mais échanger aussi avec le secteur privé. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous en France et en gendarmerie. C'est, comme on dit en bon français, de challenger les entreprises, de leur lancer des défis et de leur dire, écoutez, voici nos besoins aujourd'hui. Qui ne sont pas couverts, voilà ce qu'on ne sait pas faire, voilà ce qu'on a besoin d'obtenir. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à ce besoin? Et donc ça, on commence à l'organiser. C'est le cabinet du directeur général de la gendarmerie qui organise des séminaires, du speed dating entre la gendarmerie et des entreprises avec des startups notamment, pour justement inciter les entreprises à développer des solutions qui nous soient adaptées, qui nous soient spécifiques. Parce qu'il y a certaines solutions qui peuvent être communes entre une offre B2B et une offre B2 Administration. Oui. Mais il peut aussi y avoir des offres très spécifiques. Donc, ce serait d'encourager, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans des startups en cybersécurité ici, il y a peut-être des gens qui pourraient vous proposer des cyberoutils en fonction de vos besoins, parce que vous avez à un moment donné des demandes d'outils, nous avons un besoin, et là, vous demandez à l'industrie, et sinon, vous levez le Oui, avec une difficulté quand même, et je pense que c'est commun à nos trois forces, c'est que parfois, comme on travaille dans le domaine de la cybercriminalité, oui, on pense que nous avons besoin d'outils de cybersécurité pour nous protéger nous-mêmes. Ça, c'est généralement, enfin je parle pour la gendarmerie, le travail du ComCyberGend, ce n'est pas de protéger les réseaux et systèmes de la gendarmerie. Okay.
Le travail du ComCyberGend, c'est d'identifier les cybercriminels qui attaquent la gendarmerie, qui attaquent les entreprises, qui attaquent les administrations, qui attaquent tout le monde. Donc le travail de la gendarmerie, en tout cas du ComCyberGend, c'est pas de chercher à nous protéger nous-mêmes. C'est au contraire de chercher des solutions d'OSINT ou de SOCMINT, des solutions d'investigation sur les cryptoactifs, sur les crypto-monnaies, des solutions forensiques pour récupérer des données sur les téléphones, pour déverrouiller des disques durs, mais également un gros challenge, c'est l'analyse de big data. Parce que c'est une chose de récupérer, de collecter des données sur des devices, sur des outils électroniques, sur des objets. C'est une chose également de collecter des données en source ouverte, mais c'en est une autre de les exploiter. Et donc, quand aujourd'hui, dans une enquête tout à fait classique, vous saisissez des téléphones, des disques durs, et que vous vous retrouvez avec 50 téraoctets de données à devoir analyser en 48 heures de garde à vue, que vous avez 4 millions d'emails et 200 000 SMS et 150 000 photos à analyser en 48 heures de garde à vue, aujourd'hui, on n'a pas les outils pour. Je vais être honnête, aujourd'hui, on n'a pas les outils pour. Et c'est là qu'il faut demander à des gars comme Sébastien qui va, ou Monsieur Leclerc, excusez-moi, de créer rapidement un outil de détection d'images qui va rester sécuritaire et tout. Mais quand vous dites, vous n'avez pas comme mission de vous défendre, vous devez quand même vous défendre. Vous avez sûrement des outils vous-même, des outils sécurisés de communication, des outils pour vous défendre vous-même. C'est une fonction qui est indispensable dans toutes les administrations, dans toutes les entreprises, mais au sein de la gendarmerie, c'est pas mon métier, c'est pas le métier du ComCyberGend. C'est ça, nous autres, on a la même affaire. On a une équipe qui est responsable pour le périmètre, mais c'est pas nous autres. Nous autres, on est responsable d'identifier des suspects, de l'infrastructure qui est méchant. Ça, c'est notre mandat. Donc, il y a une autre équipe qui s'occupe de vous défendre. C'est ça. Et qui ont leurs propres outils d'antivirus spécialisés pour les gouvernements. Vous parliez des outils commerciaux, les outils publics, les outils qu'on développe. Ça, je crois qu'on l'a couvert. Les outils offensifs, les outils défensifs. Les outils préventifs, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous faites? Les outils que vous pouvez offrir aux entreprises, leur signaler que leur sécurité est déficiente, leur annoncer, les prévenir d'attaques. Est-ce que vous avez des outils pour faire ça? Des outils de surveillance qui disent « Oh, ça bouge, vous allez peut-être être attaqué bientôt ». On commence tranquillement, pas vite, à regarder de ce côté-là pour prévention des crimes. Mais on a un petit problème c'est Big Brother, tu dois regarder si ton port est ouvert. Ça, c'est un concept qu'il faut vraiment qu'on regarde puis identifier si la GRC a le droit de faire ça. Là, j'ai mon boss dans le crowd là, qui va, je pense qu'il va... c'est quelque chose qu'on va... Vous pouvez monter sur scène, mais si vous voulez vous poser une question. Mais c'est quand même extraordinaire de se dire que l'aspect préventif, ça pourrait aider beaucoup de gens, les informer des cybermenaces qui s'en viennent, puis le fait que vous communiquez entre vous, voici tel type de cybercrime qui se déploie. Une chose que j'aimerais faire, avez-vous un point à ajouter? Puis il y a peut-être des gens qui aimeraient poser des questions à nos intervenants. Je ne sais pas si quelqu'un veut lever la main. Il y a un micro qui est juste là. Si quelqu'un veut s'approcher, n'hésitez pas. Approchez-vous du micro. Est-ce que vous êtes à l'aise de répondre à quelques questions? Si je vois que le temps file, mesdames et messieurs. Puisqu'on a 3 pays sur le panneau, j'aimerais savoir tous les cas de cybercrime reportés aux forces de l'ordre, combien de poursuites réussies avez-vous dans vos pays respectifs? Et est-ce que maintenant les cybercrimes ajoutent un enjeu très difficile au niveau des accusations aux criminels? Bonne question. Je peux peut-être prendre... Alors, on va dire le pourcentage. D'abord, on a un problème de tout ce qu'on ne sait pas. La police est au courant des affaires qui sont dénoncées pénalement par les dépôts de plainte. Et après, il y a les dénonciations. Nous avons aussi en Suisse un système qui permet de dénoncer des faits sans déposer plainte. Et après, il y a tout ce dont nous ne sommes pas au courant. Ça, c'est cette zone grise qui nous échappe. Et puis, ensuite, la question était sur le rapport de ces plaintes. Combien arrivent à des résultats concrets? Alors là, on arrive évidemment...
Si on parle d'escroquerie sur Internet avec des commandes frauduleuses, ce genre de choses, on a des succès assez intéressants puisqu'on arrive à intercepter ces commandes ou à identifier les gens qui ont commandé des choses et fait livrer en Suisse. On a aussi des succès avec tout ce qui est, on va dire, on appelle ça les recherches préventives secrètes, c'est d'aller sur des réseaux d'adolescents pour identifier des prédateurs sexuels qui cherchent à avoir des rendez-vous avec des enfants. Là, on arrive à avoir des très bons succès également. Où on a vraiment, pour ainsi dire, pas de succès du tout, c'est tout ce qui est crimes et délits faits depuis d'autres régions du monde pour récupérer des flux financiers. Là, c'est extrêmement difficile pour nous, pour des raisons techniques et pour des raisons géopolitiques ou légales. C'est-à-dire que même si on interpelle ou si on identifie les suspects ou les auteurs de crimes, délits à l'étranger, pour des raisons géopolitiques ou légales, des fois on ne peut pas aller les interpeller. Oui, c'est difficile de récupérer des fonds qui sont dans un autre continent carrément, là, qui sont envoyés un peu. Certains pays sont moins collaboratifs que d'autres. Donc on essaye de développer d'autres stratégies, dont une qu'on appelle la perturbation, c'est-à-dire que si on identifie les auteurs mais qu'on ne peut pas aller les chercher pour les interpeller, on va essayer de perturber leur activité criminelle, le but final étant de court-circuiter le flux d'argent, que le criminel ait de plus en plus de difficultés à avoir ou recueillir de l'argent. Pour ça, nous avons un projet en ce moment, on parlait de partenariat public-privé, avec une entreprise en Suisse qui s'appelle Cybera, qui est finalement une plateforme. Le but, c'est cette plateforme qui est entre les victimes d'escroquerie sur Internet, la police et les banques, pour pouvoir court-circuiter ce circuit criminel. Ça fonctionne. C'est plus difficile. Voilà, ça fonctionne avec deux aspects très clairs. Le premier, c'est C-Alert. C-Alert, c'est le fait d'identifier les comptes bancaires qui servent aux manimules de recueillir l'argent. Concrètement, si je suis victime d'une escroquerie sur Internet et j'ai envoyé de l'argent sur un compte bancaire, je vais déposer plainte. Ce compte bancaire est immédiatement introduit, ou dans un processus de 24 heures, introduit dans cette base de données Cybera. C'est-à-dire que si une autre personne s'apprête à effectuer un versement parce qu'elle-même s'est fait escroquer, elle aura un flag de la banque pour dire attention, ce compte bancaire est frauduleux. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez payer ? Des tests ont été faits aux États-Unis notamment, où en quelques mois, c'est des dizaines de milliers ou centaines de milliers de dollars qui ont été sauvegardés au profit des victimes. Donc c'est des victimes qui n'en deviennent pas parce qu'elles n'effectuent pas le paiement et des ressources policières qui sont économisées, puisqu'il n'y a pas de délit, donc il n'y a pas de plainte. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est C-Complain, c'est-à-dire qu'on sait que si j'ai payé de l'argent à un escroc, si je réagis en dessous des 72 heures, il y a des possibilités de recueillir l'argent. Au-delà de 72 heures, ça devient extrêmement compliqué. Donc là aussi, cette plateforme offre la possibilité ou active tout de suite le réseau mondial pour essayer de récupérer les fonds. On a eu déjà des succès en Suisse avec ça. Alors, le problème qui se pose, c'est le transfert des données. J'en parlais avec notre procureur général, qui lui est extrêmement il fait très attention à cette protection des données. Et ce n'est pas possible pour la police de transmettre les informations de la plainte à Cybera. Donc nous avons développé un système, nous assistons la victime pour qu'elle-même saisisse les données dans la plateforme, pour que ça sauvegarde l'ensemble des choses. Et j'en arrive au dernier point, c'est l'évolution qu'on doit avoir, c'est le partage des informations. Il faut qu'on évolue d'un point de vue légal et d'un point de vue, organisationnel ou de process pour que nous puissions partager les données, encore une fois, pour pouvoir lutter dans la même cour que les cybercriminels. Donc voilà, Cybera, c'est vraiment quelque chose sur lequel on compte beaucoup pour endiguer le circuit criminel. Oui, le concept de perturbation, d'interférence, c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, la question de madame, elle est intéressante parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent. Elle a été très polie, très diplomate, mais en gros, la question, c'est ça sert à quoi de porter plainte? Ça sert à quoi, moi, quand je suis entreprise victime, ça me sert à quoi, à moi, de porter plainte? Là où il faut être très clair, en tout cas pour la gendarmerie française, c'est que le travail de la gendarmerie, ça n'est pas de faire de la remédiation. La remédiation, c'est le travail d'entreprises spécialisées de sécurité, d'entreprises spécialisées de remédiation. Pour faire un parallèle avec les incendies, quand votre maison brûle, votre premier réflexe, ça n'est pas de porter plainte. Votre premier réflexe, c'est de prendre un extincteur, puis d'appeler les pompiers.
Et ensuite seulement, quand l'incendie est éteint, c'est de porter plainte et d'appeler la police ou la gendarmerie. En matière cyber, il faut nous appeler très rapidement pour que les traces ne soient pas effacées, pour que les entreprises de remédiation n'effacent pas tous les systèmes, ne resettent pas tous les systèmes. Mais ce n'est pas nous qui allons résoudre votre crise. On va vous aider, on va également collecter des éléments de preuve, parce que si vous venez porter plainte 6 mois plus tard en disant « j'ai été hacké, j'ai été victime, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait le ménage, il ne reste plus rien », avec rien, on ne résolvera rien, ça c'est certain. En revanche, des success stories en matière notamment de ransomware, nous en avons. Avant la guerre en Ukraine, nous avons eu une excellente collaboration avec la police ukrainienne et nous sommes allés interpeller en Ukraine des auteurs de ransomware. Nous avons saisi des véhicules, nous avons saisi et confisqué plus d'1 million de dollars en cash. Et encore très récemment, nous avons une très belle opération de coopération judiciaire internationale avec des interpellations d'auteurs en dehors des frontières françaises, en dehors des frontières européennes, dans un autre dossier de ransomware, mais qui est toujours en cours. Vous me permettrez d'être discret. Ce que je voulais vous dire, et c'est important là aussi, c'est que nos budgets et nos effectifs sont aussi calibrés, dimensionnés en fonction du nombre de plaintes. Or, mon collègue suisse disait qu'on a un taux de sous-déclaration qui est énorme. En France, on estime que pour une plainte reçue et enregistrée officiellement, il y a en réalité 250 victimes. Donc ça veut dire que nos budgets et nos effectifs sont 250 fois inférieurs à la réalité du phénomène. Donc ça sert à ça aussi de porter plainte, ça sert à adapter nos budgets et nos effectifs à la réalité de la délinquance. Et donc si on veut encore améliorer nos taux d'élucidation, eh bien il faut porter plainte pour qu'on ait des budgets et des effectifs adaptés. Oui, vous n'êtes pas là, vous êtes là pour trouver qui a mis le feu. Vous n'êtes pas là pour rebâtir la maison. C'est un peu ce que je comprends. Donc, rapporter les plaintes. Vous travaillez aussi là-dessus au CNC3, je crois. Oui. Pour les numéros, je pense au Canada, on pense c'est 5 à 10 que les gens posent des plaintes. Le reste, ils ne posent pas de plainte. Aussi, je pense que c'est 1 sur 1000 qu'on est capable d'amener à la cour. C'est vraiment petit, les numéros qu'on peut avoir du succès. Mais ça va augmenter avec le nombre de plaintes qui augmente, les ressources qui augmentent. Vous allez avoir plus de ressources, plus d'outils. On espère. Ouais. Il reste quelques secondes. Écoutez, on a débordé. Est-ce qu'on reste quelques secondes de plus? J'aimerais juste voir qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui est le futur? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur des outils pour les casques de réalité virtuelle, les avions qui pourraient être... Je ne sais pas sur quoi. Qu'est-ce qui vous allume en ce moment dans le domaine de la cybersécurité et quel type d'outils vous aimeriez avoir? À part un outil qui résout le crime tout seul, quel serait l'outil magique qui pourrait vous aider? Je ne sais pas si c'est une question en terminant qui vous plaît. Je vous laisse réfléchir. Nos gros enjeux en ce moment, ils tournent autour du déverrouillage, déchiffrement des smartphones. Ils tournent autour du véhicule numérique. Et ils tournent aussi et surtout, comme je le disais en cours d'intervention, sur l'analyse de gros volumes de données en très peu de temps. Quand on sait qu'un dossier criminel, la culpabilité d'un homme peut reposer parfois sur un seul SMS. Un seul SMS. Rédigé en langage argotique, en slang, ou en langage SMS. J'ai eu récemment un dossier d'homicide qui a été résolu par un SMS. C'était le SMS parmi 200 000 où l'auteur disait « c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait comme ça ». C'était le seul élément de preuve numérique. Alors évidemment, après, il y a un faisceau de présomption. Mais nous avions très peu de temps pour trouver ce SMS-là, un seul. C'est là que les outils de recherche automatisés sont d'une grande aide pour reconnaître plus rapidement les preuves. Une idée là-dessus, un truc qui vous plairait? Alors, je connais bien l'histoire du SMS. Ça nous est arrivé aussi, c'est incroyable. Ça, on peut prendre une demi-heure et raconter l'histoire des SMS. Non. Dans une autre conférence, oui. un autre atelier. Non, moi, ce qui mais évidemment, c'est beaucoup... mais c'est pas si loin que ça, en fait. C'est tout l'interfaçage homme-machine. Et puis, comment est-ce qu'on va gérer, finalement, tous ces progrès technologiques qui vont faire qu'on va pouvoir greffer des éléments informatiques à l'homme pour
augmenter par exemple l'audition ou la vue ou ce genre de choses. Et puis finalement, comment est-ce qu'on va gérer la décision humaine ou non qui a été prise derrière un acte. C'est-à-dire que, et on pense beaucoup que les gens ne vont jamais adhérer à se faire greffer des éléments dans le cerveau, mais quand on dira aux gens, vous pouvez apprendre 35 langues étrangères en 24 heures, je pense que ça va susciter l'adhésion. Et c'est des choses, c'est pas complètement... Non, c'est pas tellement de la science-fiction. On a l'impression de parler de science-fiction en ce moment, mais ça peut être dans 5 ans. Voilà. Et du coup, les actes que je vais faire, si je lève le bras, est-ce que c'est moi qui a voulu lever le bras ou est-ce que c'est une interface ou quelqu'un qui aurait pénétrer l'interface qui m'aurait fait lever le bras. Et ça, on est devant des défis qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue technologique et légaux naturellement aussi à l'avenir. Et la sensation également du métaverse par rapport à ce qui passe aux avatars. Est-ce que c'est vraiment criminel ? Les gens qui sont agressés dans l'espace virtuel, est-ce qu'ils sont vraiment agressés ? Alors on peut dire que c'est virtuel, mais la sensation de la victime, elle est quand même bien là. Il faut l'adresser en tant que telle. Donc tout ça, c'est des choses d'avenir qui vont être passionnantes. Qui vont être intéressantes. Et Sébastien Leclerc, avez-vous une idée, un outil que vous aimeriez développer? Moi, j'aimerais ça être capable d'aller plus sur le côté offensif, mais nous autres, on n'a pas le doigt. Ça serait... Ça, pour moi, ça serait... Claquer des doigts, pouvoir faire exploser les pirates informatiques derrière c'est ça, être capable d'aller plus offensif, ça serait quelque chose que moi, j'aimerais ça être capable de faire, mais nous autres, on est limités à ce moment, juste des outils défensifs. Mais ça serait le fun d'être capable de dire, je suis intéressé à cette adresse-là, puis être capable de rentrer dedans, puis sortir les données que tu as besoin pour prouver que le crime est arrivé. Plus de pouvoir. Plus de pouvoir. Ça serait, pour moi, ça serait intéressant. Oui, mais heureusement, on est bien encadré. C'est pas Big Brother, comme vous l'avez mentionné. Ouais. C'est de vous rester dans les limites de la loi, mais bon, on peut rêver. On a un peu de rêve. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez... on doit quitter. Merci infiniment, capitaine Patrick Guillon. Merci à tous. Colonel Nicolas Duvinage. Merci beaucoup, Sébastien Leclerc. Merci beaucoup. On les applaudit. Demain, il y a d'autres conférences sur la scène rouge, sur les autres scènes. Amusez-vous. Passez une très belle fin de journée. Merci.